Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien et j'espère également que vous appliquez la règle d'éloignement social ainsi que le port de vos bavettes, bien sûr dans le but de faire face à ce virus, coronavirus, qui malgré les apparences est un virus très dangereux et très redoutable. Je me présente, je suis Nordin Hali, enseignant de la culture arabe et traduction au centre CPJE de Nador, lycée Abdelkrim Al-Khattabi. Donc je donne le cadre général de la présente activité. C'est la première activité de l'année 2020-2021 et comme l'année, cette activité est exceptionnelle. Il comporte réellement 4 sous-activités. Il y a un diagnostic à faire, il y a des procédures de traduction et il y a une version à travers laquelle on va tout le monde découvrir la méthodologie que les enseignants de cette discipline qu'est la culture arabe et traduction, Thaqafa al-Arabiyya wa Tarjama, utilisent en classe, en présentiel. Mais bien sûr, cette activité que je vais faire maintenant, la version, je vais le développer car on a le temps. Ce n'est pas comme en présentiel. À distance, on a le temps de bavarder. Donc, on va essayer d'étaler ou bien de détailler cette méthodologie car il est capital et il va être appliqué durant tout le cursus. Il va être appliqué, chaque séance de version va être traitée suivant la méthode que je vais vous expliquer. Bien, donc passons maintenant au déroulement, à des remarques concernant le déroulement à distance. Tout d'abord, vous devez scanner le QR code. Celui-là, c'est un QR code. Vous devez le scanner via votre Android, votre téléphone. Mais avant, il ne faut pas oublier d'installer Scanner QR sur votre Android. C'est un logiciel, vous allez trouver de nombreux logiciels, mais il y a un logiciel simple, Scanner QR, qui porte un trait rouge au centre et au-dessous il est écrit gratuit. Donc c'est celui-là que je vous conseille de télécharger dans votre Play Store. Eh bien, une fois installé sur le téléphone, vous devez prendre en considération une autre remarque aussi importante. Les étudiants sont vivement invités à revoir obligatoirement le contenu mis en réseau vidéo via leur Android, car la formation à distance est tout aussi importante que le cours en présentiel. D'ailleurs, au début de cette année, nous sommes en train d'appliquer le cours en alternance, en présentiel et à distance. Entamons maintenant l'activité. Le support porte un titre, Le Passeur, de Henri Michonic. Henri Michonic, c'est un philosophe
et c'est un traductologue, eh bien, on va commencer tout d'abord par poser une petite question sous forme de mise en situation. Donc déjà, la première phase dans la méthodologie de la version, ta'rib, c'est la mise en situation. Que suggère le mot passeur? Passeur. Donc on parle bien sûr d'un passeur de ballon, mumarrir. Mais dans ce cas, ce n'est pas un passeur de ballon, ni un passeur d'un objet réel, d'un objet concret, mais c'est le passeur des informations, c'est le passeur des contenus, du contenu abstrait. Donc déjà, le fait de traduire le passeur par al-mumarrir est une erreur, car on doit prendre en considération que nous sommes en train de passer des contenus et non pas des objets. Et bien sûr, le passeur dans ce cas, comme on va voir, s'agit du traducteur. Donc le traducteur, on va dire tout simplement an-naqil. Donc an-naqil. Bien. Donc on va lire une petite lecture ce texte-là pour savoir de quoi il s'agit. Donc la deuxième phase, mais maintenant dans le cadre de l'analyse du texte. Mais bien sûr en traduction, en culture arabe et traduction, on n'analyse pas le texte pour le décortiquer, pour le détailler, pour savoir son commentaire composé, etc., etc. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'analyser pour comprendre, ni plus ni moins. Parce que tout simplement, pour traduire, il faut tout d'abord comprendre. Eh bien, donc, l'analyse, la deuxième phase sera grande de l'analyse du texte. Bien sûr, dans le but, bien pour le comprendre. Bien, donc on va lire le texte. Le passeur. La traduction étant le plus souvent représentée comme une communication entre les cultures, informations, et seul moyen d'accéder à ce qui est énoncé dans d'autres langues. Cette constatation élémentaire masque un fait tout aussi élémentaire. Le fait que la majorité des hommes n'accèdent à tout ce qui a été dit ou est écrit qu'en traduction, sauf pour ce qui est pensé dans la langue, grande ou petite, dont on est l'indigène, et les quelques autres langues qu'on peut connaître. La représentation régnante est l'informationnisme. La représentation régnante est de l'informationnisme. Elle réduit la traduction à un moyen d'information. Du coup, la littérature tout entière est réduite à de l'information, une information sur le contenu des livres. Le traducteur est représenté comme un passeur. On ne voit pas, il me semble, qu'on retire par là toute sa spécificité à la chose littéraire. C'est une délittéralisation. Délitterarisation. Science ou art, c'est un vieux jeu de société de se demander si la traduction est une science ou un art. La poétique a à déjouer ce jeu. Science, la traduction, est située dans et par la philologie, les catégories du savoir et de la langue. Vue comme un art, elle est mise dans la critique du goût. Ces problèmes deviennent des mystères. Pour la poétique, la traduction n'est ni en science ni en art, mais une activité qui met en œuvre une pensée de la littérature, une pensée du langage. Toute une théorie anciente
comme disait Flaubert, du sujet et de la société, insciente ou inconsciente, selon qui traduit. Selon qui traduit. C'est au-delà de l'opposition entre une science et un art, à moins de faire de la science particulière qui est à l'œuvre un sens du langage et de la science du sujet un art de la pensée. Comme les grands penseurs sont des artistes de la pensée, alors oui, traduire est un art. Oui, traduire est un art. Henri Michonic pour la Poétique 1, Paris, Gallimard, 1973. Maintenant, on va passer à la phase suivante. Toujours dans le cadre de l'analyse du texte, une autre phase, c'est l'analyse des trois composantes du texte. Donc, les trois composantes du texte que l'enseignant doit expliquer à ses étudiants, c'est la composante énonciative, المكون التلفظي, la composante textuelle, المكون النصي, et la composante thématique, المكون الموضوعاتي. Pour la composante énonciative, toujours on doit répondre à une question fondamentale. Qui parle dans le texte? Et comment il parle? Est-ce qu'il s'engage dans son texte? Est-ce qu'il utilise des pronoms personnels, le pronom personnel je? Est-ce qu'il utilise le pronom personnel nous, on, etc., etc. Donc, qui parle dans le texte? Maintenant, cette question peut nous guider à une chose importante. Est-ce que le système énonciatif, est-ce qu'il est homogène ou hétérogène? Un système énonciatif homogène veut dire que le seul qui parle, le seul locuteur dans le texte est l'auteur. Mais parfois, l'auteur donne la parole, bien cède la parole à d'autres personnes. Par exemple, parfois, s'il est en train de faire une argumentation par autorité, il donne la parole, bien il cède la parole à un spécialiste dans le domaine. Dans ce cas, on va dire que le système énonciatif n'est pas homogène, donc il est hétérogène. Donc, il faut savoir, c'est une chose importante à qui toujours il faut faire attention. Bien, maintenant pour notre cas, qui parle dans le texte? Bien sûr, Henri Michonic. Qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise une seule fois le pronom complément me au niveau de la ligne 9. Voilà, donc bien sûr, c'est la seule. Donc voilà, ligne 9. Donc voilà, il me semble. C'est-à-dire que dans ce cas, il donne un point de vue qui est personnel, il me semble. Mais en même temps, on ne voit pas. On ne voit pas. Et également, il utilise on dans d'autres dont on est l'indigène. Donc, parfois, le on ici est un on exclusif. Ça veut dire qu'il exclut l'auteur. Parfois, et l'auteur y est présent également. Donc, une remarque d'ordre méthodologique, il ne faut pas réserver beaucoup de temps à ces composantes. Mais il faut les bien cerner, il faut donner l'essentiel, car ce qui est important va venir. Bien sûr, également, ces composantes sont importantes pour comprendre le texte seulement. Pour la composante textuelle, toujours on doit répondre à trois questions nécessaires. Quel est le type du texte? Quel est le genre du texte? Et quelles sont ses caractéristiques syntaxiques, etc. Mais dans ce cas, c'est une question qui se pose, comme on va voir, mais
il y a une troisième question, quel est le domaine du texte, le domaine cognitif. Donc ces trois choses sont importantes. Par exemple, dans ce cas, regardez dans les CPJE, donc dans cette matière, c'est-à-dire en général, on a seulement deux types. Soit le texte est argumentatif, comme le cas de notre texte ici, soit il est narratif. Bien. Maintenant, le genre. Si le texte est narratif, ça veut dire que le genre est un roman, donc c'est une narration, est un roman. Et si le texte est argumentatif, le genre est un essai, comme dans notre cas. Maintenant, le domaine, pourquoi le domaine? Parce que le domaine cognitif du texte, il est lié à la terminologie. Car comme on va voir dans une autre phase, la phase de préparation à la traduction, la terminologie elle est importante parce qu'il faut bien traduire les termes. Généralement, nos étudiants font de nombreuses erreurs en ce qui concerne le choix du lexique, le choix du terme. Par exemple, un terme doit être traduit comme il faut, parce que s'il est un terme, c'est-à-dire qu'il a une relation avec un domaine. Donc, par exemple, dans notre texte, c'est un texte philosophique. D'ailleurs, même sa structure, qu'on va voir, est l'une des preuves qu'il s'agit d'un texte philosophique. Son style également. Bien, donc dans ce cas également, dans ce texte-là, il se pose le problème de la syntaxe du texte. Généralement, donc Henri Michonic, d'ailleurs c'est une caractéristique générale de ses écrits, toujours il déconstruit la syntaxe habituelle, la syntaxe classique. On va voir dans le texte qu'il y a des implicites et qu'il y a des phrases elliptiques. Donc le texte comporte des connecteurs logiques non déclarés, implicites, et des phrases elliptiques. Par exemple, regardez science au art. Science au art. Ça, c'est une phrase, mais il est elliptique. Il veut dire, est-ce que la traduction est une science ou un art? Donc, science ou art. Donc, également, il y a une autre phrase. Selon qui traduit. Mais regardez, selon qui traduit, cette phrase devrait normalement être au début du paragraphe. C'est-à-dire le point de vue du traducteur dans cette question de est-ce que la traduction est un art ou une science. Donc, selon qui traduit, point, il revient à la ligne. C'est un, si vous voulez, bien sûr, c'est un style spécial du philosophe Michonic, Henri Michonic. Bien. Donc ici, puisqu'il y a des phrases elliptiques et puisqu'il y a des liens logiques non déclarés, implicites, donc on doit recourir au procédé d'explicitation. C'est un procédé de traduction, explicité. Comme par exemple lorsqu'on traduit la Terre avec T majuscule, or T majuscule exprime qu'il s'agit du globe terrestre en français, mais en arabe on n'a pas de majuscule, donc on va dire Al-Qoratul Arviya. On doit ajouter Al-Qora, Al-Qora. Voilà. Maintenant, la composante thématique. La composante thématique, s'il s'agit d'un texte argumentatif, la composante thématique, ce sont les idées du texte. Mais parfois, l'idée générale, c'est suffisante, parce que on doit comprendre le texte. Donc, mais parfois, on doit également citer les idées secondaires. Car bien sûr, il faut prendre en considération le fait qu'on a seulement 2 heures pour faire la traduction. Eh bien, si l'enseignant n'arrive pas à traduire au moins 2 phrases, au moins un paragraphe, eh bien, ce n'est pas le but, ou bien ce n'est pas l'objectif visé. On doit traduire. C'est-à-dire, généralement, on doit réserver notre deuxième heure de la séance, on doit la réserver à la traduction. Les étudiants doivent traduire. C'est la pratique qui compte. Bien, donc, dans ce cas, on peut carrément proposer l'idée générale du texte et c'est fini. Bien, mais en ce qui concerne notre texte, dans le texte, Henri Michonic
veut remettre en cause une idée reçue au sujet de la traduction. Et cette idée, c'est la traduction est seulement un moyen de communication et d'information. Non, ce n'est pas seulement un moyen de communication et d'information. D'ailleurs, la traduction est un art, comme il dit à la fin. Traduire est un art. Oui, comme il dit à la fin, regardez ici, donc, il dit, oui, traduire est un art. Traduire est un art. Donc, traduire est de la littérature. Ce n'est pas seulement un transfert d'information ou de communication. Ça, c'est l'idée essentielle, l'idée générale, si vous voulez, du texte. Bien, maintenant, la troisième phase, c'est la phase de préparation à la traduction. C'est une phase extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'il prépare le terrain. Vous êtes en train de préparer le terrain. Ça veut dire, s'il y a des obstacles, vous procédez à les enlever, à les dégager du terrain, de la piste, par exemple. Et les obstacles, en général, ils sont posés par des tournures linguistiques qui sont difficiles. Et au niveau du lexique et de la terminologie, le lexique, c'est quelque chose qui se rapporte à la langue, mais la terminologie se rapporte au domaine cognitif du texte. Eh bien, il faut voir s'il y a des éléments ou s'il y a des termes qui sont difficiles, etc. Comment va-t-on les traduire? Et dans le troisième composant de cette phase de préparation, c'est le phénomène morphosyntaxique. Dans notre cas, le phénomène morphosyntaxique, on doit traiter de manière comparatiste, ou bien de manière comparée, entre la langue cible entre la langue source et la langue cible. Dans ce cas, on va prendre les connecteurs logiques dans le texte qui sont parfois explicites, qui sont toujours explicites, et bien sûr, dans ce cas, on doit recourir au procédé d'explicitation. On doit expliciter le lien logique. Généralement, l'arabe préfère expliciter les liens logiques qui étaient dans le français implicites. Et bien maintenant, la troisième phase, bien sûr, donc on doit quand même savoir pratiquer, on va revenir à la préparation à la traduction, tournure linguistique, j'ai choisi pour vous les phrases elliptiques, science ou art, selon qui traduit. Donc dans ce cas, on traduit par Halit Tarjamatu Ilmun Amfan. On doit expliciter la phrase. Attention, cette phrase elliptique se rapporte au paragraphe suivant du texte. Wal mutarjimu yara min jihatihi, c'est la même chose. Wal mutarjimu yara min jihatihi, selon qui traduit. Pour le lexique et la terminologie, il y a le mot élémentaire, si on va dans le contexte, élémentaire, ici. Donc, aussi élémentaire, il ne faut pas la traduire comme on traduit en matière scientifique, élémentaire, ptida'i, non. On doit le traduire par asasi, etc. Il faut faire attention à cet élément. Là. L'informationnisme, donc on peut dire l'information, l'akhbar, donc l'ikhbaratiya. كذلك بالنسبة l'élémentaire, on peut le traduire par daqiqa, asasiya, daqiqa. Délittérarisation, انتزاع الصبغة الأدبية. théorie anciente, نظرية تعتمل خارج الوعي. نضيف هنا تعتمل. يعتمل اعتمالا نظرية تعتمل خارج الوعي. Passons maintenant à la phase de la traduction. Bien sûr, donc ici, je dois adopter une phase
de face à face, une méthode de face à face pour faire la traduction et faire les interprétations nécessaires de niveau syntaxique, style, etc. Toujours, il faut rappeler que l'étudiant ne doit pas oublier la traduction du titre et également la traduction de la référence. Voilà, il ne faut pas oublier cela. Bien. La première unité, ça va commencer à la traduction, étant le plus souvent représentée comme une communication entre les cultures, informations et seul moyen d'accéder à ce qui a été énoncé dans d'autres langues. Et on va s'arrêter ici, et en arabe même on peut faire un point, parce que cette virgule peut être remplacée par un point. On peut choisir ce choix, parce qu'il y a déjà une anaphore, cette constatation, donc on peut carrément faire un point ici. La première unité, c'est de la traduction jusqu'à d'autres langues. La traduction étant le plus souvent représentée comme une communication entre les cultures, informations et seul moyen d'accéder à ce qui est énoncé dans d'autres langues. Lui, Henri Méchonic a mis une virgule parce que, en fait, cette phrase-là, c'est une participiale. Donc, c'est pourquoi, c'est-à-dire c'est une subordonnée participiale. Donc, c'est pourquoi il a procédé à une virgule. Nous, on peut mettre un point. Le plus souvent, donc, في الأغلب الغالب la traduction étant le plus souvent représentée. Donc dans ce cas, il ne faut pas faire recours à la traduction littérale parce que il peut donner quelque chose d'un peu, si vous voulez, il peut donner une traduction qui est de mauvaise qualité. Représenter voilà, on peut traduire donc littéralement, la traduction étant le plus souvent représentée comme une communication. تمثل الترجمة في الأغلب الغالب كتواصل. لا يمكن نقول هذا. On peut dire ينظر في الأغلب الغالب إلى الترجمة كتواصل بين الثقافات وكإخبار ووسيلة وحيدة لولوج ما يتم نطقه بلغات أخرى. Donc une communication entre les cultures, information et seul moyen. Regardez ici, il y a également une ellipse, bien sûr, donc ici le Méchonic a supprimé comme, mais bien sûr c'est compréhensible, donc comme une communication entre les cultures, comme une information et comme un seul moyen d'accéder à ce qui a été énoncé dans d'autres langues. Cette constatation élémentaire masque un fait tout aussi élémentaire. Et ensuite, il va nous donner ce fait-là. Donc, l'unité suivante, cette constatation élémentaire masque un fait tout aussi élémentaire. Le fait que la majorité des hommes n'accèdent à tout ce qui a été dit et écrit qu'en traduction, sauf pour ce qui est pensé dans la langue grande ou petite dont on est l'indigène et les quelques autres langues qu'on peut connaître. وهذه المسألة الأساسية. Donc ici il y a une anaphore. Lorsqu'on dit cette constatation, on ne peut pas dire هذه المسألة الأساسية. لا بد أن نضيف رابطا. إذا لاحظوا بالنسبة للغة العربية يعني يستحسن أن نستعمل فيها الروابط حتى نحافظ على التماسك والانسجام في النص المترجم، لأنه أهم شيء التماسك والانسجام
والشيء المهم الآخر وهو اختيار المقابلات المناسبة للسياق. هذه من بين الأشياء التي تنال الكثير من ترجماتنا، ولذلك ينبغي أن ننتبه لهذه الأمور. وهذه المسألة الأساسية وتحجب يمكن أن نقول كذلك، وتحجب هذه المسألة الأساسية يمكن كذلك أن نقوم بهذا، وبالتالي نكون قد لجأنا إلى أسلوب الجملة الفعلية، وهو أسلوب تحبذه اللغة العربية الفصحى. وتحجب هذه المسألة الأساسية حقيقة لا تقل أهمية عن سابقتها، ومفادها أن أغلبية الناس لا يتأتى لهم التمكن من كل ما يقال أو يكتب إلا بواسطة الترجمة، باستثناء ما يتم التعبير عنه في اللغة الأم كبر شأنها أم صغر، وبعض اللغات الأخرى التي يمكن أن يتعلمها الأشخاص. نعم، نكتفي بهذا القدر، وأترك لكم الفرصة لترجمة ما تبقى من النص. وأحسب أننا في هذه الحصة قد تعرفنا على المنهجية المتبعة في إلقاء أو في معالجة نص التعريب. Ces phases sont les suivantes. Premièrement, mise en situation. Deuxièmement, analyse du texte. Il commence par un premier sous-titre, lecture du texte. Ensuite, il y a traitement des trois composants du texte. Les trois composants du texte sont la composante énonciative. Ensuite, la composante textuelle, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un texte, type de texte, genre du texte, domaine cognitif du texte. Ensuite, il y a la composante thématique. Si nous sommes dans un texte argumentatif, la composante thématique, c'est se forme des idées essentielles du texte. Mais si nous sommes dans un texte narratif, on parle des événements, des péripéties, des personnages, du point de vue, etc., etc. Maintenant, la troisième partie, c'est la préparation à la traduction. On prépare le terrain pour traduire. Dans la préparation à la traduction, on traduit, on fait le transfert en langue cible des expressions linguistiques ou bien des tournures linguistiques qui posent problème. Par exemple, comme les expressions figées, comme des expressions qui sont difficiles, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, on passe au lexique et à la terminologie. Bien sûr, on va choisir des termes ou bien des mots qui sont difficiles dans le texte et on va les rendre en langue cible. Et finalement, on doit préciser un phénomène morphosyntaxique et on va bien sûr étudier, on va dire comment va-t-on le rendre en langue cible, quels sont les changements, quels sont, etc., etc. Et bien sûr, la dernière phase, c'est la traduction proprement dite. On va donner la parole, on va céder la parole aux étudiants, ils vont traduire. On traduit par unité de traduction. Première unité, deuxième unité. Ensuite, on fait la cohérence et la cohésion entre les deux unités. Ensuite, on passe à la troisième unité. Et comme ça, jusqu'à ce que le temps, jusqu'à ce que les 2 heures sont épuisées. Donc, et bien sûr, on doit écrire notre traduction sur le tableau. Et c'est l'enseignant qui écrit cette traduction. Merci pour votre attention et à la prochaine séance. Au revoir et merci.